Merci d'avoir choisi une fois de plus de regarder un hors-série des technos ou de simplement l'écouter en podcast, c'est possible également. Merci de nous avoir rejoints. On va poursuivre sur notre lancée avec Xavier que voici. On avait commencé à parler avec Xavier, rappelez-vous, de son imprimante 3D. Il nous a fait un petit rapport en quelque sorte, un retour d'expérience concernant l'usage qu'il faisait de son imprimante 3D. Et tu avais lâché à ce moment-là, Xavier, quelques mots sur différentes possibilités annexes, on va dire, pour se servir utilement, efficacement de cette imprimante. Tu lui avais parlé, entre autres, d'un serveur d'impression, comme il peut en exister pour les imprimantes normales, pour faire du papier. Pour les imprimantes 3D, c'est possible également. De quoi s'agit-il ? C'est ça. Alors, serveur d'impression, c'est un terme un petit peu trop restrictif par rapport à la solution. Mais en gros, comme vous le savez, voilà, j'ai acquis cette nouvelle imprimante qui est la Prusa i3 MK3S et qui, comme beaucoup d'imprimantes, pour imprimer, on doit soit la brancher en USB à son ordinateur, qui est relié au logiciel qu'on appelle le slicer, qui permet de préparer les fichiers pour impression, soit on doit exporter un fichier G-code, qui est un fichier qui est préparé avec toutes les instructions pour l'imprimante, qui lui dit de se déplacer, de déplacer tel axe d'autant, à telle hauteur, etc. Et on va devoir exporter ce fichier G-code sur une carte SD. Donc du coup, vous comprenez très vite qu'à chaque fois qu'on veut faire une impression, on va devoir prendre cette carte SD, se déplacer vers l'imprimante, les mettre dans l'imprimante, sélectionner sur le petit écran LCD de l'imprimante le fichier qu'on veut imprimer et lancer son impression. C'est pas très dérangeant en soi. Non, ça peut même être très utile dans le sens où on peut travailler chez soi et aller, par exemple, dans un atelier où il y a l'imprimante en question, qui est isolée, qui est en dehors du réseau, etc. Donc on peut le faire à distance, quoi. C'est ça qui est pratique aussi avec cette... Voilà. Mais ce serait encore plus pratique si on pouvait le faire à distance sans se déplacer de son bureau. C'est encore mieux. Donc c'est une des utilisations principales d'Octoprint. Alors le logiciel que je vais vous présenter, donc c'est Octoprint et la distribution qui y est liée, qui s'appelle Octopi, qui est une distribution basée sur les Raspberry. D'accord. D'où le nom. Et donc on a tous ce petit engin qui est le Raspberry dans un tiroir, en tout cas pour les plus geeks d'entre nous. Il y a une multitude de projets qu'on peut faire avec ça, dont celui-ci. Et l'objectif va être donc de pouvoir piloter son imprimante à distance, mais aussi de pouvoir la monitorer, c'est-à-dire vérifier toutes les fonctions, tous les paramètres de son imprimante, la température du hot end, du print bed, donc qui est le lit sur lequel vient se déposer l'impression. On va pouvoir déplacer la tête d'impression pour par exemple faire un petit réglage ou pour la nettoyer. On va pouvoir démarrer ces impressions donc en important ce fichier G-code directement dans le logiciel. On va pouvoir la mettre en pause aussi, ce qui est pratique également. On va pouvoir aussi faire du time-lapse, puisque Octoprint vient de base avec une fonctionnalité de time-lapse. Donc en gros, on va pouvoir brancher une webcam dessus. Et tous ceux qui ont une GoPro, par exemple, connaissent le système. On va prendre des photos à intervalles réguliers et en faire un petit film. Et tout ça est géré automatiquement par Octoprint. Mais après ça, il y a des plugins supplémentaires qu'on va pouvoir y rajouter. Et ça, je propose de le faire dans un autre hors-série, notamment pour améliorer la qualité des time-lapse. Il devient doué sur les teasings. Xavier, il sait déjà comment vous appâter pour le prochain. Il l'avait déjà fait le coup, je le répète, sur l'imprimante 3D. Je vous en dirai plus la fois prochaine. Là, de nouveau, il est reparti sur le même schéma. Vous avez compris, on est parti pour une série de hors-série concernant les différentes fonctions de l'imprimante et de ce qui va autour. On l'a bien compris également. Ça commence par quoi ? Parce qu'on va faire des travaux pratiques aujourd'hui avec toi. Oui, alors je vais essayer de vous guider vraiment pas à pas pour que vous puissiez vous-même utiliser ce logiciel. Alors moi, je suis sous un environnement Windows, donc ce sera sous un environnement Windows, mais il y a très peu de différence pour ceux qui utilisent un Mac, donc je préciserai. Et donc, tout d'abord, Octoprint, donc c'est un logiciel gratuit et open source, donc il n'y a rien à payer. Je vous recommande d'utiliser un Raspberry. Alors, c'est compatible avec le Raspberry Pi 3B, le 3B+, ou le 4B.
Alors, en termes de performance, moi, j'utilise le 3B+, qui est déjà tout à fait satisfaisant. Si vous souhaitez faire beaucoup de time-lapse de haute qualité en Full HD, le 4B peut être un avantage, mais avec le 3B+, ça fonctionne déjà très bien. Et par contre, même si le Raspberry Pi 0 W est compatible, ne l'utilisez pas parce que même s'il coûte moins cher, les performances sont vraiment pas suffisantes, surtout si vous faites du time-lapse. Ouais, ce serait pas une économie, enfin voilà, c'est pas une économie super importante, donc je pense qu'on est aux alentours, si je dis pas de bêtises, d'une cinquantaine d'euros, si vous prenez l'option, le petit boîtier plastique qui va autour, etc. Bon, allez, vous en avez pour 60-65 euros, quelque chose comme ça. Oui, voilà, je crois qu'on n'est même pas à ça. Honnêtement, si on prend un petit boîtier et la lime, on n'est même pas à ça. Maintenant, si on commence à prendre une caméra qui est donc au niveau des caméras, on peut utiliser soit sa webcam classique en USB. Donc moi, j'utilise d'habitude ma caméra que j'utilise ici en ce moment. Mais vous pouvez également utiliser les caméras qui sont faites pour le Raspberry et qui coûtent là 25 euros, je crois. Donc c'est vraiment pas grand-chose. Voilà, donc pour commencer, on va se rendre sur le site octoprint.org et on va aller dans les téléchargements pour télécharger l'image de Octopi 0.17 à l'heure actuelle, qui est donc la version actuelle. Au moment où on enregistre ce hors-série, il faut être précis, Xavier, parce que tout ça est susceptible d'évoluer dans le temps, évidemment. Pour tout vous dire, on enregistre ce hors-série au début des vacances, à la fin du mois de juin, pour être précis, le 30 juin. Voilà, comme ça vous savez donc, tout. Je vais télécharger cette image qui fait 687 mégas. Une fois que cette image sera téléchargée, je vais devoir la dézipper et on va obtenir un fichier IMG, qui est un fichier qui est utilisé pour faire des images. On appelle ça d'un disque et notamment ici d'une carte SD. Donc le principe, c'est que tous ces fichiers sont compilés dans un autre fichier IMG qu'on va ensuite décompresser grâce à un autre logiciel pour le mettre sur la carte micro SD. Puisque avec les Raspberry, on est sur du micro SD maintenant. Et donc là, on a accéléré un tout petit peu, Xavier, pour arriver à la fin du téléchargement. Ça dépend évidemment de votre bande passante. Oui, je ne suis pas encore en gigabit, mais donc, parce que j'ai pas la fibre, mais ça dépend aussi du serveur d'Octoprint. Donc voilà, donc c'est pas le plus rapide, mais c'est tout à fait correct. Donc on a donc ce petit fichier qui a été téléchargé que je vais maintenant décompresser. Alors, hop, je vais le prendre ici. Je vais le mettre... Alors évidemment, ceux qui nous écoutent, on fait les manipulations en temps réel, donc nous on a l'image évidemment, mais normalement, rien qu'à l'écoute, si vous faites ça, si vous faites votre jogging pour l'instant, vous allez comprendre ce qu'on est en train de faire. Donc là, on dézippe en fait. Donc j'ai mon fichier octopibusterlight.zip que je vais décompresser pour obtenir un fichier IMG, comme je l'ai dit, qui lui prend un peu plus de place que l'image qui avait été téléchargée, qui prenait, le fichier zip, il faisait 700 mégas, et ici on se retrouve avec un fichier qui fait un peu plus de 2 giga 8 apparemment. Donc l'idée c'est que vous preniez une carte SD qui fasse au moins, micro SD qui fasse au moins 4 gigas, mais je vous conseille même de prendre une carte de 8 gigas si vous avez, parce que si vous faites des timelapses derrière, les timelapses vont s'enregistrer sur la carte, et donc si vous êtes en Full HD, ça peut monter assez vite. Donc Par contre, on n'a pas de contrainte de vitesse d'écriture sur la carte ou quoi que ce soit, ou de lecture sur la carte. Non, ça c'est vraiment pas important, parce que même les timelapses, en fait, ce sont des images fixes, et après le Octoprint va générer un film, mais ça se fait par après, donc c'est vraiment pas très important. D'accord. La vitesse de la carte. Donc n'achetez pas une carte pour faire de la 4K ou quoi. Oui, c'est à ça que je pensais, parce que effectivement, de plus en plus maintenant, quand on achète un appareil photo, on nous donne une carte de 4 gigas avec, en nous disant voilà, pour commencer, on s'en sert jamais parce que 4 gigas on l'a directement rempli, tandis que là on peut la récupérer pour une autre application comme celle-là, donc ça tombe assez bien, quoi. C'est un exemple.
Ouais. Et donc maintenant j'ai mon fichier IMG, donc qu'est-ce que je dois faire? Je mets ma carte micro SD dans mon lecteur et je vais aller télécharger un logiciel qui s'appelle Balena Etcher. Il y a d'autres, il y a Win32 Disk Imager qui fonctionne. Pour ceux qui sont sous Mac, vous pouvez utiliser un logiciel qui s'appelle RP SD Card Builder. Ça fonctionne de la même façon, c'est-à-dire qu'on va sélectionner une image qu'on va mettre sur la carte SD. Donc je vais télécharger ici sur le site balena.io/etcher. On mettra les liens de toute façon. Permettre de télécharger ce programme. Voilà, donc on va télécharger ça. Hop. Alors, je vais mettre ça au bon endroit chez moi. Je télécharge donc mon petit fichier. Là, il y en a, c'est 128 mégas, donc ça va aller chez moi ici en un peu moins d'une minute, vu ma bande passante. Et on va pouvoir décompresser ça et installer ce logiciel. Alors, le logiciel chez moi, il est déjà installé, mais donc je vous passe le petit setup, il n'y a rien de compliqué. Une fois que c'est téléchargé, on fait Next, Next, et on arrive à ce logiciel ici que je vais lancer. Hop. Tout ça en temps réel. Balena Etcher, s'il veut bien démarrer. Voilà, il est démarré. Et donc, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'on peut sélectionner une image. On voit qu'il a détecté tout seul ma carte SD dans mon lecteur. D'accord. Et ce qui est important, c'est que vous devez absolument sauvegarder tout ce qui est sur cette carte, puisque la carte va être écrasée, donc complètement, et elle va être repartitionnée. Chez moi, c'était déjà le cas. Vous pouvez voir ici qu'il y a une lettre D, une lettre E qui est affectée à ma carte. C'est parce qu'en fait, il a partitionné cette carte en deux partitions. Il y a la partition de boot et puis il y a une partition de data, comme c'est souvent le cas sur les partitions. Ouais. Donc il faut être très clair. Si vous récupérez la carte SD que vous aviez préalablement utilisée déjà sur votre Raspberry, par exemple pour installer Raspbian, la plupart du temps, c'est ce qu'on fait la première fois, tout sera perdu. Donc si vous voulez la conserver, autant en changer, autant en utiliser une autre, quoi. Oui. Exactement. Donc ici, je clique sur Select Image et je vais aller chercher l'image que j'ai téléchargée, donc le fichier, et que j'ai décompressé. Donc sur le site d'Octoprint, on a téléchargé un fichier zip, on a décompressé, on obtient ce fichier IMG que je décompresse et je vais le sélectionner. Il est sélectionné, donc sur l'icône suivante qui est une icône d'un disque externe, en fait, on va vérifier qu'on a bien sélectionné le bon disque qui est la carte SD. Donc dans mon cas, il n'y a pas de doute, mais dans votre cas, si vous avez plusieurs lecteurs, faites bien attention à choisir la bonne carte. Ce serait bête d'écraser un disque, un autre disque. Ensuite, on va flasher la carte. Donc on clique sur l'icône flash. J'ai une petite alerte Windows qui se lance, j'accepte et le programme va commencer à décompresser l'image et à la copier sur la carte. Donc là, ça va prendre un petit peu de temps. Dans mon cas ici, comme j'ai pas une carte qui est hyper rapide, le temps estimé est d'un peu moins de 9 minutes. Il est écrit à 6 mégasecondes sur ma carte. Donc voilà, selon les performances de votre carte, ça peut aller plus ou moins vite. Et donc ici, je propose qu'on accélère un petit peu aussi la vidéo pour qu'on arrive rapidement à la fin de cette procédure. Et donc là, il y a une séquence de validation qui va se produire. Donc tout ça, on ne fait rien. Là, on n'agit pas. C'est ça. Donc là, le programme a partitionné la carte. Il a copié les fichiers dessus. Et là, il vérifie que l'ensemble des fichiers est bien cohérent. Donc il fait un petit check que tous les fichiers sont OK et qu'ils ne sont pas endommagés. Ça prend combien de temps, ça? Ici, sur mon ordinateur, on est à peu près 2 minutes de validation. Ça fait un peu, on arrive quand? C'est très estival comme épisode. Bon, on va l'accélérer aussi, tiens. Ou alors tu as un truc à nous dire. Oui, on voit déjà que Windows a détecté un nouveau disque qui me propose de formater. Alors là, vous dites non, annuler. C'est bien de le signaler. Formater, c'est simplement qu'il y a une partition qui est au format reconnu utilisé par Linux. Windows ne le reconnaît pas. Donc vous faites simplement annuler, vous fermez cette fenêtre. On ne veut pas partitionner l'image qui vient d'être faite.
C'est bien de le signaler parce que ça, de temps en temps, on ne sait pas très bien justement ce qu'il faut faire dans ces cas-là, et c'est souvent à ce moment-là qu'on fait la boulette. C'est à éviter, évidemment. Donc, bon, on va pas l'accélérer puisqu'on est à 40%. Il reste 40% de validation. Comme ça, l'affaire est faite, quoi. L'affaire est réglée. Ok, mais alors si on n'accélère pas, on peut déjà voir que j'ai une partition boot ici. Ouais. Sur mon ordinateur qui est reconnu, qui contient en fait les fichiers pour que le Raspberry puisse démarrer et entrer dans la distribution qui s'appelle Octopi. Octopi, qui est la distribution basée sur Raspbian, mais qui est dédiée à l'Octoprint. Donc elle ne fait que ça. Mais tous ceux qui sont habitués à des commandes style Ubuntu, Debian, etc. ne seront pas perdus puisque c'est exactement le même environnement. Ça va être en ligne de commande uniquement Alors, on va travailler effectivement en ligne de commande. Il y a moyen de brancher un écran, un clavier au Raspberry, mais ici, c'est pas l'option que je vais choisir. On va se connecter via un terminal. Alors, avant ça, donc ici, on voit que mon flash est terminé et je vais pouvoir aller... Voilà. Je vais donc reprendre mon petit lecteur. Alors, il éjecte la carte. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais la réinsérer. Donc, je vais l'enlever et la réinsérer dans mon lecteur parce que par défaut, il l'éjecte. Et donc, ce que je vais faire maintenant, je vais aller dans mon petit lecteur. Que l'on retrouve dans le navigateur, oui. Voilà, je vais dans la partition boot et je vais aller éditer un fichier qui va me permettre de configurer le Wi-Fi du Raspberry. Puisqu'en gros, sur Octoprint, tout va se passer via le Wi-Fi. Donc, par défaut, il y a moyen de l'activer manuellement, mais c'est compliqué. Par défaut, le système considère que vous allez utiliser le Wi-Fi pour piloter votre installation, ce qui est très pratique puisqu'en fait, on en discutait un petit peu en off. On va pouvoir placer du coup son imprimante où on veut dans la maison, par exemple au garage où ça fait moins de bruit, où il y a moins d'émissions, si on imprime de l'ABS par exemple. Par contre, si on a du réseau, si on a câblé sa maison de la cave au grenier et qu'on a la possibilité de se connecter en RJ45, on peut le configurer dans le même fichier, par exemple. Là, il faudra connaître les commandes et l'édition des cartes réseau sous Linux, mais par défaut, c'est pas prévu par Octoprint. Donc c'est faisable, mais c'est pas prévu. D'accord. Ouais, donc on va maintenant aller prendre le fichier qui s'appelle octopi-network.txt qui nous renvoie sur cette distribution à un autre fichier qui est octopi-wpa-supplicant.txt. Donc, c'est un jeu fléché. Voilà, c'est un autre fichier. Et donc, ce qui est important ici, c'est vous allez retrouver dans ce fichier-là des lignes qui sont commentées et qui ont rapport avec votre réseau Wi-Fi. Alors, selon le type de réseau Wi-Fi que vous avez, j'espère pour vous que vous êtes en WPA ou WPA2, ce qui est mieux au point de vue sécurité, vous allez modifier les commentaires qui est mis derrière SSID égale, qui est le nom de votre réseau. Donc, entre guillemets, vous remplacez le texte put SSID here par votre SSID et vous allez remplacer le mot de passe de votre réseau Wi-Fi qui est ici entre guillemets put password here, et ensuite vous allez décommenter les petits hashtags, donc les carrés qui sont devant la ligne network, SSID, PSK et devant l'accolade de fin. Donc ça, vous allez devoir le faire et puis vous allez enregistrer votre fichier. Alors je vais le faire hors caméra, puisque je n'ai pas envie de partager mon réseau Wi-Fi avec tout le monde. Et pendant que Xavier, tu changes les paramètres secret de ton réseau Wi-Fi. Des fois que quelqu'un voudrait s'installer devant chez toi pour pirater ton réseau, par exemple. Importance des majuscules, minuscules dans le SSID, ça compte, hein, oui. Ok. Oui, tous les caractères doivent être repris. Évidemment, dans le mot de passe, c'est pareil. Et donc voilà, on a notre petit fichier qui a été sauvegardé et on va pouvoir maintenant éjecter sa carte SD et la mettre dans le Raspberry qu'on va ensuite brancher
à l'imprimante. Donc votre imprimante a un câble USB que vous allez pouvoir brancher à votre Raspberry, et après avoir mis votre carte micro SD dedans, vous allez le démarrer, donc brancher l'alimentation. Donc je mets ma petite carte dans mon Raspberry, et puis je vais sortir du champ caméra pour aller brancher l'alimentation de mon Raspberry ici, et la petite carte que j'ai mis là, avec en plus le câble USB de l'imprimante que j'ai mis ici. Donc voilà, je sors port USB, ouais. Voilà, il s'en va, c'est comme ça. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Il s'en est allé, il s'en est allé. Il va revenir très vite. Tout ça se fait en temps réel. Donc vous voyez que là, jusqu'à présent, mis à part les petites accélérations au téléchargement et à l'installation, tout ça va relativement vite tout de même. Donc on espère que vous suivez bien. N'hésitez pas à faire des pauses hein, si vous avez du mal à suivre. En tout cas, ce que j'expliquais, Xavier, c'est que ça prend pas tellement de temps. Finalement, on a fait quelques petites accélérations par moment pour le téléchargement, mais ça va relativement vite tout ça. Hein. Je dirais, allez, en un quart d'heure, temps d'attente pour les téléchargements, etc., tout compris, ça sera joué. Alors, pendant que le Raspberry démarre, on va télécharger un petit logiciel qui s'appelle Advanced IP Scanner. Voilà, on va sur le site advanced-ip-scanner.com et on va télécharger ce logiciel qui va pouvoir détecter en fait tous les appareils qui se trouvent sur votre réseau. C'est ça. Donc le but ici, c'est de trouver l'adresse IP à laquelle sera disponible mon Octopi, oui. Sachant que par défaut, Octopi signale que vous pouvez taper dans votre explorateur directement octopi.local et vous allez tomber dessus. Mais dans mon cas, ça ne marche pas. C'est lié à votre routeur. Donc, moi, j'utilise ce petit logiciel Advanced IP Scanner, voilà, qu'on va prendre en français. Alors, on peut directement l'installer ou l'exécuter. Dans ce cas-ci, je vais juste l'exécuter. Donc là, ça c'est juste question de le repérer rapidement et voilà, comme ça, on est tranquille, on sait où il est, on connaît son adresse. Ouais. Par défaut, il va reconnaître votre range IP puisqu'il va se baser sur l'adresse IP de votre ordinateur, ouais. Et on va faire analyser. À ce moment-là, ce logiciel va détecter et lister tous les appareils qui sont reconnus sur votre réseau et lister les différentes adresses. Donc vous voyez que j'ai une B-Box, un NAS, vous allez peut-être voir mon téléphone, etc. Mais, on comprend maintenant pourquoi tu n'as pas voulu donner ton password, c'est ça. Voilà. Et ce qu'on va chercher, c'est cette ligne-ci. Donc on a Raspberry Pi Foundation. D'accord. Et donc on sait que le Raspberry a une adresse IP qui termine par 8 sur mon réseau. Alors ça, vous allez pouvoir aller dans votre routeur et faire en sorte que votre DHCP lui attribue toujours la même adresse. Ça sera pas l'objet ici du tuto. Mais donc sachez qu'il est possible de fixer cette adresse-là. Pour ça, vous faites une recherche sur réservation d'adresse IP et vous allez trouver en fonction de votre routeur comment faire. Moi, je l'ai déjà fait en fait et je sais qu'il aura toujours l'adresse IP numéro 8. Et en gros, pour faire une réservation, on a besoin de l'adresse MAC qui est ici aussi. Ouais. Donc, c'est très pratique. Donc, voilà, je sais que mon Octopi a l'adresse 192.168.50.8. Alors, pour les Français, je m'excuse, hein, c'est 192.168.50.8. Mais donc, chez moi, c'est bien 192. Donc, je prends cette adresse et je vais maintenant télécharger encore un autre petit logiciel qui va me permettre de me connecter en ligne de commande à l'appareil. Ce qui m'évite d'avoir à brancher un clavier, un écran à mon Raspberry. Donc je vais sur petit.org, putty.org, et je vais télécharger le petit logiciel Petit, que je vais prendre dans mon cas ici en 64 bits ou l'exécutable. Voilà, je vais prendre ici le petit exécutable, je le télécharge, et je vais directement l'exécuter. Alors, ici, c'est très simple. On va taper l'adresse IP qu'on a précédemment notée et on va faire Open. Alors, quand je fais Open, qu'est-ce qui se passe? J'ai une petite alerte de sécurité par rapport à ça. Je vais accepter, je dis oui, et ensuite, j'arrive sur cette fenêtre qui me propose de me loguer. Alors, le login par défaut, c'est Pi.
Donc on tape Pi. Et le mot de passe, c'est Raspberry. J'ai mon Raspberry qui est connecté en SSH, donc comme vous voyez, ce qui veut dire que mon Wi-Fi fonctionne puisque je n'ai pas câblé mon Raspberry et que j'y suis connecté en SSH. Donc je vais ici maintenant lancer une mise à jour d'abord de la distribution pour être certain que tout est OK, point de vue sécurité et autres, comme on le ferait avec un Linux standard. Donc je vais faire sudo apt-get et je vais taper dist-upgrade. Je valide et je vais retaper mon mot de passe et Raspberry puisque j'ai fait une commande avec élévation. Ici, on me demande si je veux tout installer. Je fais yes. Et là, il télécharge tout et il va mettre à jour. Vous voyez qu'il y avait déjà pas mal de mises à jour, ce qui est logique, puisqu'en fait, on est basé sur une distribution Raspbian. Il peut y avoir tout un tas de composants qui peuvent être mis à jour, comme le SSH, comme les serveurs web, comme voilà, tout un tas de fonctionnalités qui doivent être mises à jour pour des raisons de sécurité. Oui, cette commande-là, d'ailleurs, on la conseille systématiquement quand on installe une nouvelle application sur un Raspberry Pi, si je dis pas de bêtises. Ouais. Donc, c'est habituel, quoi. Ouais. Donc, dans mon cas ici, on voit qu'il y a à peu près 70 mégas de mise à jour à déployer. Alors, pour être tout à fait clair, cette étape-là, elle n'est pas du tout obligatoire. Votre Raspberry va fonctionner, votre Octopi va fonctionner sans ça, mais c'est vivement conseillé pour des raisons de sécurité. Donc ici, voilà, on télécharge. Ici, on voit que c'est à du 2 mégas. Ça va nous prendre encore une petite dizaine de secondes. Et puis, ce qu'on va faire, c'est qu'on va redémarrer le Raspberry pour que ces mises à jour soient effectives. Voilà. Et je vais faire sudo reboot pour redémarrer. Voilà, donc on voit ici que mon client SSH termine la connexion. Je fais OK. Je vais attendre une petite minute, le temps de redémarrer ça. Et une fois que ce sera redémarré, je vais pouvoir aller dans mon explorateur et accéder à Octoprint. Via le navigateur, quoi, tout simplement. Tout à fait. Donc tu as déjà oui, c'est ça, tu tapes l'adresse IP en fait. Pour ça, je vais simplement aller dans mon browser, taper l'adresse IP qu'on avait détectée. Donc dans mon cas, 192.168.50.8. Et lorsque ce sera redémarré, mais ça peut prendre encore quelques secondes, j'aurai accès dans mon browser à Octopi. On attend le reboot en fait du Raspberry, mais ça, en général ça va très très vite, c'est super rapide. Ça va prendre une petite minute. Maintenant ici il y avait des mises à jour qu'il avait fait, mais voilà. Donc on est maintenant sur l'Octoprint. Octoprint, qui est le logiciel qui est installé sur la distribution Octopi. Donc, on arrive sur un assistant d'installation. Alors, sur cet assistant d'installation, on nous dit bienvenue. Donc, je vais simplement cliquer sur suivant. Et je vais maintenant choisir de modifier l'utilisateur que je vais utiliser et le mot de passe. Puisque c'est sécurisé, on va pouvoir modifier cet accès utilisateur et les mots de passe. Alors, je vais juste prendre mon petit gestionnaire de mots de passe que j'utilise habituellement pour ça. Là. Alors, dans mon username, j'avais mis, voilà, déjà ceci. Je vais reprendre les noms d'utilisateurs et mots de passe que j'utilisais avant. Et je vais faire accéder. Alors, hop. Je suis donc connecté maintenant comme on le voit ici. Je vais faire suivant. Alors, on peut autoriser ou pas le suivi de l'usage de manière anonyme. Dans mon cas, je vais le laisser actif puisque c'est un moyen de contribuer en fait au développement. Ça permet aux développeurs d'avoir des infos et donc je vais autoriser ça, ça ne me dérange pas. Je vais faire suivant. Ensuite, on va définir un test de connectivité. Donc, on va dire à tous les combien de temps le système va pouvoir vérifier qu'il est bien en ligne. Alors, moi, j'ai mis toutes les 15 minutes. Alors, par défaut, il utilise les DNS de Google. Moi, je préfère utiliser 111. Et je vais tester si c'est OK. Il a testé, il est bien disponible.
On va lui dire qu'il peut continuer à faire ça de temps en temps et je fais suivant. Alors, ensuite, on me demande s'il y a des plugins que je veux blacklister. Les plugins, ce sont des petites options qu'on va pouvoir rajouter à Octoprint par la suite. Ce n'est pas mon cas, donc je vais faire suivant. Ouais, pardon, je vais activer cette liste et je vais faire suivant. Hop. Et puis, on va devoir définir un profil d'imprimante. Alors là, pour ce profil d'imprimante, vous allez devoir reprendre des paramètres qui sont propres à votre imprimante. Donc, on peut soit laisser par défaut, mais vous allez devoir mettre tous des paramètres qui sont liés à votre imprimante. Donc, pour ça, je vous invite à aller vérifier sur Internet les paramètres qui correspondent à votre imprimante. Dans mon cas, c'est une Prusa i3 MK3S, mais donc on va modifier les distances, les paramètres par exemple du diamètre de la tête d'impression, le nombre de têtes d'impression. Ça, Xavier, il faut remplir ces informations-là à la main, j'ai presque envie de dire. Il n'y a pas une liste préétablie d'imprimantes existantes qui permettrait d'accélérer le process. Je pense que un peu plus loin, quand on aura terminé, on va pouvoir télécharger quelques modèles par défaut. Ça, on va le vérifier. Moi, je vais laisser ici tout ça par défaut pour le moment. Par exemple, ici, pour la Prusa, je sais que c'est supérieur à 200 mm. En gros, ici, c'est la distance qui peut être parcourue par l'axe X, l'axe Y et l'axe Z, donc qui sont les 3 axes pour l'impression. Dans mon cas, je sais que, si je me trompe pas, je suis à 250 ou 300 mm de mémoire, je ne sais plus. Donc ça, c'est quelque chose qu'on peut modifier par la suite. Donc, vous pouvez mettre le nom de votre imprimante et définir le modèle ici. Oui, et puis pour le retrouver facilement, quoi. Si on en a plusieurs, par exemple, j'imagine, c'est pour savoir aussi de quoi on parle, quoi, à un moment donné. Tout à fait. On peut piloter plusieurs imprimantes depuis ce serveur d'impression, entre guillemets, que j'appelle de manière très incorrecte. Et on arrive enfin sur le logiciel en tant que tel. Et donc, qu'est-ce qu'on voit ici? On a la connexion. On a le port qui va être détecté. Dans mon cas, normalement, il détecte déjà l'imprimante, mais on va pouvoir aller dans les paramètres ici. On voit que je suis connecté. Alors ici, c'est quoi? C'est un écran qui vous indique la température de la tête d'impression et du lit. Donc en gros, quand on imprime en 3D, on va devoir chauffer une pièce pour faire fondre le filament, mais on va aussi pouvoir, dans certains cas, chauffer ce qu'ils appellent en anglais le lit, qui est en gros l'espèce de tapis sur lequel vient se déposer le filament, et le fait de le chauffer permet une meilleure adhérence de cet élément-là. Donc je vais aller ici dans les options, donc je clique sur options et on va voir les différents profils. Alors je vais pouvoir rajouter un profil et dans ce cas-là, on pourra mettre son imprimante qu'on souhaite avec les paramètres qu'on aura pu vérifier sur Internet. Donc il y a déjà une liste avec les paramètres par défaut. Vous devez faire un petit Google là pour rechercher vos paramètres et vous allez pouvoir la choisir. Ensuite, on va aller dans les températures et on va pouvoir définir les températures pour nos têtes d'impression en fonction des différents matériaux qu'on compte utiliser. Alors chez moi, l'ABS, mon fabricant d'ABS conseille de passer sur 215 degrés et le PLA de le mettre à 160 degrés, à 160 degrés. Si vous avez plusieurs fabricants d'un même matériau, selon les fabricants, les températures peuvent varier et donc là aussi vous pouvez modifier ça. Donc les températures, je dis ça de mémoire, mais on peut tout simplement les modifier ici. Alors, un autre élément important, c'est la webcam. On va pouvoir rajouter une webcam. Donc une webcam que vous allez mettre en USB ou bien une webcam qui est faite pour le Raspberry. Et vous allez pouvoir la visualiser soit en format stream, soit dans le logiciel Octoprint directement. Alors, si c'est en stream, ça va être à cette URL-ci derrière l'adresse IP. Donc, on va avoir l'adresse IP /webcam /action égale stream. Et quand vous allez taper ça dans un explorateur, vous allez arriver directement sur le contenu streamé de votre webcam qui filme votre imprimante.
Ok, donc c'est si vous voulez arriver directement sur une interface dédiée, par exemple sur un écran que vous dédieriez à la surveillance caméra ouais. de l'imprimante. On va avoir d'autres petites options, mais pour le moment, le principal, c'est par exemple le plugin manager et le software update. Donc, software update, on voit qu'on va pouvoir faire des mises à jour ici. Donc, la version qui est installée, c'est la 1.3.12. Donc, je vais directement faire une petite mise à jour en cliquant sur update et mon logiciel va redémarrer. Alors ça, je ferai plus tard puisque vous avez compris le principe, c'est simplement une mise à jour. Et c'est terminé. Donc, je sauve ceci. Et donc, j'ai mon logiciel. Je vais pouvoir me connecter à mon imprimante. Et une fois qu'elle est connectée, vous voyez ici que la connexion s'est bien faite. C'est opérationnel et on voit que les températures commencent à s'actualiser. On voit que la température actuelle de ma tête d'impression et de mon lit sont de 23 degrés à peu près. Et donc quand on va... Ouais. Donc c'est une forme de télémesure, quoi. En gros, on a accès à toutes les données de l'imprimante depuis l'Octoprint. On va pouvoir surveiller ça. On va pouvoir lui dire de préchauffer déjà. Donc si vous savez que vous allez commencer à imprimer, plutôt que d'attendre une fois que vous avez lancé l'impression que votre imprimante se mette à chauffer, ben vous pouvez dire voilà, moi je vais imprimer de l'ABS, donc je veux que tu commences déjà à chauffer à 215 degrés, ce que je vais faire ici. Donc on voit la consigne qui est passée à 215 degrés et on va voir petit à petit que la température augmente. Même chose pour mon lit, je peux faire passer mon lit de niveau pour de l'ABS à 100 degrés. Et donc, vous allez voir dans cet historique, et donc ça permet de suivre l'évolution des températures. Et donc, ça permet aussi de détecter s'il y a un problème, par exemple, à ce niveau-là. Donc, vérifiez bien les températures par défaut, parce que moi, quand j'ai installé ça la première fois, mais les températures ne correspondaient pas à ce qui était recommandé pour mon filament. Donc, c'est un point qui est important. On a la liste de fichiers. Par défaut, il va lister tous les fichiers qui sont sur la carte SD, mais on va pouvoir en uploader soit sur la carte directement de l'Octopi, soit apparemment sur la carte SD de l'imprimante directement. On va pouvoir créer des dossiers aussi. C'est pratique si vous voulez ranger vos fichiers et les réutiliser par la suite pour les réimprimer. Une fois que c'est fait, vous sélectionnez le fichier et vous allez lancer l'impression en cliquant sur Print. Ce ne sont pas des fichiers très très lourds, donc j'imagine qu'il faut avoir de l'ordre, mais c'est pas nécessaire de supprimer systématiquement des fichiers une fois qu'on les a utilisés. On peut les conserver sur l'Octoprint. Tout à fait, oui. Ici, moi, j'utilise une carte de 4 Go. Mes impressions, elles vont faire quelques mégas, de l'ordre de quelques mégas. Je crois que ma plus grosse impression jusqu'à présent, c'était une vingtaine de mégas. Ouais. Donc, c'est vraiment pas... On a la place. Hein. Ouais. Ensuite, on a un écran de contrôle. Alors, cet écran de contrôle va permettre, on ne le voit pas ici, mais de voir la caméra. Alors, on ne voit pas ma caméra puisqu'on l'utilise pour le stream dans ce cas-ci de les technos, hein, mais par défaut, vous verriez mon imprimante. On va pouvoir déplacer l'axe de l'impression. On va pouvoir la faire revenir à son point initial. Et on va pouvoir gérer les déplacements par unité. Donc, on va pouvoir dire qu'on se déplace très fort ou très peu quand on appuie sur ces différents boutons. On va pouvoir également extruder ou rétracter. Alors, je ne sais plus le terme en français, mais je crois que c'est extruder quand même. Ouais. Le terme qui est... donc le filament, donc on va pouvoir vider quelque part le filament de la tête d'impression si on souhaite purger entre guillemets. On va pouvoir activer ou désactiver les ventilateurs et on va pouvoir voir aussi le contenu d'un fichier G-code. Donc si je prends un fichier... en cas de doute, par exemple, entre deux versions qu'on aurait faites, on peut encore avoir la possibilité à ce niveau-là de visualiser le modèle, quoi, en gros. Oui, c'est ça. Donc, vous allez pouvoir voir, pendant que ça s'imprime, à quel endroit il se trouve dans l'impression, en fait. Donc, c'est pratique quand on n'a pas une caméra, par exemple, pour pouvoir voir où il en est dans l'impression. Alors, le terminal, ça va permettre d'envoyer des commandes également à l'impression. Donc, si vous voulez à un moment inclure une commande particulière à votre imprimante, c'est faisable. Ce sera le cas, on va le montrer dans un épisode prochain avec les plugins. Moi, j'ai une petite
une petite prise connectée et je vais pouvoir dire à mon imprimante de s'éteindre, par exemple, à la fin d'une impression. Ensuite, on a le time-lapse et là, on va pouvoir définir 2 modes, c'est-à-dire qu'on va pouvoir prendre une photo soit toutes les X secondes, soit à chaque fois que l'imprimante change la hauteur d'impression. Donc en gros, chaque fois qu'elle imprime une couche, on va pouvoir prendre une photo. Seulement, ça permet de faire des timelapses qui sont très pratiques, mais on voit toujours la tête d'impression se déplacer puisque à chaque fois qu'on monte d'un niveau, la tête, elle peut se trouver à un endroit différent, donc c'est pas très esthétique. Finalement, on voit plus la tête d'impression se déplacer que l'impression elle-même, et donc il existe des plugins dont on parlera plus tard, qui vont gérer qui sont très pratiques et pour avoir un rendu beaucoup plus sympa. Mais donc voilà, ce petit logiciel vous permet de manière très pratique d'imprimer à distance sur votre imprimante, de la surveiller avec une caméra, de la préchauffer si vous le souhaitez. D'ailleurs, je vais couper la chauffe maintenant, c'est plus nécessaire, et de stocker vos fichiers pour les réimprimer plus tard. C'est donc un outil qui, d'après moi, est très vite indispensable pour tout possesseur d'une imprimante 3D. On a bien fait le tour de l'installation et du fonctionnement de Octoprint. Alors, tu nous as mis un petit peu l'eau à la bouche, il faut le dire, avec des histoires de plugins et autres. Je pense qu'on va y revenir. Un moment ou un autre pour montrer de quoi il s'agit et des fonctionnalités quoi. Donc du coup on l'imagine bien pouvoir ajouter à Octoprint tout ça pour une meilleure gestion, je le répète, de votre imprimante 3D à distance. Est-ce qu'il y a des restrictions en termes d'imprimante 3D? Ça fonctionne avec toutes les imprimantes 3D ou pas? J'ai vu que ça supporte vraiment la très grande majorité des imprimantes 3D. Alors j'imagine qu'il faut nécessairement que l'imprimante soit connectable en USB. Puisque l'Octoprint communique en USB avec l'imprimante. À part ça, je ne sais pas s'il y a d'autres restrictions. Dites-le nous si vous en connaissez. Mais cherchez sur Google et votre ami pour le coup. J'ai presque envie de dire, et le site également d'Octoprint. On met évidemment en description de cette vidéo toutes les informations, tous les sites dont on a parlé, les petits téléchargements, les petits détails, etc. Vous retrouverez tout ça sans aucune difficulté. Voilà, Xavier, je pense qu'on a fait le tour pour ce hors-série qui est un petit peu plus long que d'habitude. On s'en excuse aussi auprès de ceux qui ont écouté ce hors-série, qui n'avaient pas forcément l'image. On était un petit peu près de l'image nous-mêmes à un moment donné, mais que voulez-vous, c'est un petit peu la difficulté de l'exercice aussi. Merci d'avoir suivi ce hors-série. On se dit bien sûr à très très bientôt. N'oubliez pas les pouces sur YouTube, les étoiles sur les applications de podcast pour titiller les algorithmes, comme on dit. À très bientôt. Salut.